Bon, je pense qu'on va démarrer. Il y a quelques retardataires, ils nous rejoindront sur le site. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au nom des deux associations un peu co-organisatrices, les anciens de Supélec et l'association Armoristel. Je remercie bien évidemment le campus central de Supélec de nous accueillir pour cette conférence et je salue son directeur, Philippe Martin, qui est présent parmi nous. Donc, je vais vous dire quand même deux, trois petits mots sur les anciens de Supélec. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une association d'anciens diplômés de l'école. Par contre, Armoristel, probablement peu de gens, ou pas forcément la majorité d'entre vous, la connaissent. Armoristel est une association de recherche historique sur les télécommunications, association armoricaine de recherche historique sur les télécommunications. Elle œuvre à la préservation et la valorisation de la mémoire des télécommunications ou de l'audiovisuel, que ce soit mémoire des services, des métiers ou mémoire matérielle. Elle est à la tête d'un patrimoine de plus de 2000 objets qu'elle entretient, valorise et qui lui sert de base pour organiser expositions, colloques, voire même conférences. C'est dans ce cadre-là que nous sommes acteurs aujourd'hui. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur l'association Armoristel, il y a des petites plaquettes à l'entrée de cette salle. Alors, la conférence de ce soir va nous permettre de revenir sur l'histoire de l'enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne durant ces 70 dernières années. Alors, le travail qui va vous être présenté est le résultat d'une œuvre, c'est une œuvre collective et pluridisciplinaire qui a été soutenue par pas mal d'institutions territoriales, locales et universitaires. Et elle a vu participer à cette réflexion de nombreux enseignants, chercheurs, acteurs ou soutiens du développement universitaire, enfin du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne. Donc, les travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'un projet labellisé fin 2011 par la Maison des sciences de l'homme de Bretagne, ces travaux ont déjà fait l'objet d'un colloque en 2015 et plus récemment de la publication d'un important ouvrage qui va servir un peu de support à ce qui va vous être présenté ce soir sur les mutations de l'enseignement supérieur et de la recherche, un ouvrage publié aux éditions des presses universitaires de Bretagne. Les purs. D'accord. Alors, je vous l'ai dit, plusieurs dizaines d'acteurs sont intervenus dans ces travaux de réflexion pour revenir sur l'histoire de cet enseignement supérieur et de la recherche. Et nous avons, pour ce soir, à cette conférence, trois acteurs. André l'Espagnol, qui a été un des grands initiateurs de ce travail, avec Mathieu Leprince, Philippe Dupuis, plus sur le volet télécom et électronique, et puis Jean-Yves Mérien, qui a aussi contribué. Il y a peut-être dans la salle d'autres personnes, c'est même probable, qui ont été associées à ce travail. Voilà. Donc, cette conférence va nous faire revenir un petit peu en arrière sur l'histoire de tout ça, et puis j'espère qu'on pourra se projeter sur le futur pour, comment dirais-je, bénéficier de cette histoire et de ces enseignements. Alors, on a un petit clip à vous présenter qui a été préparé pour lancer cette conférence. André, c'est un autre André, Renaud, qui va nous lancer cela.
région Bretagne est aujourd'hui singulière dans le domaine du numérique. Elle est deuxième au plan national, actif sur les 5 départements. Elle est devenue incontournable au plan international. Le bilan concernant l'essor exceptionnel du numérique en Bretagne est le fruit de 70 années d'une ambition régionale qui a permis à la région de sortir du marasme des années 50. Plus sérieux. Le positionnement majeur de la région dans le numérique est le fruit d'un développement continu, équilibré et encouragé des 3 piliers que sont l'enseignement-recherche, l'industrie et les opérateurs. Bon, merci André. On voit que c'est déjà une réalité, le déploiement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc je vais passer la parole à André L'Espagnol, Philippe Dupuis et Jean-Yves Mérien. Permettez-moi juste quelques mots de présentation quand même concernant nos intervenants. Donc André L'Espagnol, historien de formation, il est bien connu sur l'ensemble du territoire breton. Président de l'université de Rennes 2 entre 91 et 96, recteur de l'Académie de Reims puis de Créteil, s'est expatrié un petit peu, et est aujourd'hui professeur émérite des universités et président honoraire de Rennes 2. Il a été, et on le connaît bien à ce titre-là aussi, vice-président de la région Bretagne, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, membre de la commission, de différentes commissions, développement économique et recherche. Et c'est un des initiateurs, bien sûr, du projet dont on va parler ce soir, ESRIB, sur l'histoire de l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, je vais parler tout de suite de Philippe Dupuis, parce que c'est le deuxième intervenant, si tu veux te lever, Philippe. Philippe est ingénieur Supélec. Tu as commencé ta carrière à Thomson CSF Brest, entre 67 et 71. Tu es ingénieur-chercheur, tu as été ingénieur-chercheur au CNED de Lannion pendant une quinzaine d'années sur les activités radio. Et ensuite, tu as participé au transfert de technologie des grands établissements de recherche vers les PME de Bretagne au titre de tes activités au sein du CRIC et plus tard de la métaux. Voilà. Donc tu es bien sûr membre des associations Armand Estelle et Super. Alors Jean-Yves Mérien qui animera le débat ici présent, il a un profil un peu typique puisqu'il a fait de la psychologie et de la sociologie à l'université de Haute-Bretagne, aujourd'hui Rennes 2. Tu as ta carrière professionnelle s'est déroulée sur deux volets. Le premier
en tant que formateur, disons à la radio et à la télévision, pour le monde maritime et rural, puisque tu étais animateur des radios que j'ai découvert, la radio animation pêche et télépromotion rurale. Ensuite, tu as rejoint le CCOTT comme ingénieur pour effectivement œuvrer sur les pratiques et les usages, les nouveaux usages des technologies de la communication. Tu as ensuite fini ta carrière à Mégalis sur pour conduire à bien et participer les réseaux haut débit et les services. Au réseau haut débit des collectivités de Bretagne et de Pays de Loire. Et tu es aussi administrateur d'Armoris. Voilà, le panorama est présenté. Maintenant, c'est à André, Philippe et Jean-Yves d'agir. Merci notre ami présentateur et maître de cérémonie. Et bonsoir à tous, bonsoir au directeur de Supélec qui nous a vu, bien sûr, et à tous. Je vois beaucoup de têtes connues ici, je ne vais pas les énumérer, mais toutes mes amitiés, bien sûr, et heureux de vous retrouver. Et ceux que je connaissais un peu moins, mais qui sont venus ici nous écouter. Alors, comme le clip élaboré par Arnaud Ristel le suggère, la Bretagne a connu effectivement une formidable mutation économique, sociale, culturelle dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui l'a fait entrer dans le monde moderne. Alors qu'au sortir encore de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, elle apparaissait parmi les régions attardées de France, avec beaucoup d'autres régions d'Europe. Cette mutation a été analysée, décrite dans beaucoup de ses aspects, agricoles, industriels, etc., éducatifs pour ce qui est de la révolution scolaire primaire et secondaire, qui la porte dans les premiers rangs des réussites à ce niveau. Mais parmi ces dimensions qui ont caractérisé, mais qui ont aussi permis cette mutation, il y a eu une véritable révolution, cette fois-ci, de l'enseignement supérieur, une mutation du dispositif d'enseignement supérieur et de recherche, qui en 1945, concentré d'ailleurs quasiment dans la seule ville de Rennes, siège d'une académie qui couvrait 7 départements, dont le Maine-et-Loire, la Loire-Inférieure, la Mayenne, était quelque chose d'encore limité. Avec, pour donner un chiffre, à peine 5000 étudiants en 1945. Nous sommes actuellement dans la seule Bretagne administrative à 120 000 étudiants post-bac, actuellement, toutes filières confondues. Ça vous donne une idée de la mutation. Alors, cette dimension essentielle de cette révolution du supérieur, je dirais, n'était pas inconnue, bien évidemment, et on l'a tous nous-mêmes, on a été des bénéficiaires, des acteurs, des responsables, mais elle a été relativement peu étudiée. Elle n'était que sectoriellement, et c'est pour cela que j'avais lancé avec quelques autres, je vois ici Marcel André ici présent, Mathieu Leprince qui m'a accompagné, et d'autres collègues, j'avais lancé, courant 2011, un projet de recherche, justement, sur cette histoire contemporaine de l'émergence d'un enseignement supérieur, bien évidemment couplé à la recherche, on ne peut pas dissocier enseignement supérieur et recherche, dans cette dernière période, donc dans les 70 années qui nous séparent de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Travail qui ne pouvait être entrepris que de manière collective, pluridisciplinaire, et qui a été reconnu, labellisé par la Maison des sciences de l'homme de Bretagne, c'était en plein dans ses compétences, qui nous a soutenus, de même d'ailleurs que les collectivités, pour toute une série de travaux, de démarches, etc., de Rennes Métropole et surtout la région Bretagne. Et cela a débouché, ça a été rappelé tout à l'heure par mon ami présentateur, ça a débouché sur un colloque en juin 2015 et sur un ouvrage ici, qui est à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient se procurer et qui est paru en octobre 2016 au Cube. Alors, le propos ce soir n'est pas, certainement pas de résumer ce bouquin, qui aborde un champ tout à fait immense. Je vais simplement, dans la partie de l'intervention qui est la mienne, et qui est une espèce de préambule, avant qu'intervienne Philippe Dupuis, d'une part, en quelques mots, simplement rappeler quelques traits forts de ce développement de l'enseignement supérieur en général en Bretagne, et puis déboucher, à la fin de mon propos, sur des mutations qualitatives qui vont ouvrir effectivement sur la question de l'émergence d'une, ce qu'on a appelé à l'époque la vocation électronique de la Bretagne, et d'un développement qui aura jusqu'à aujourd'hui sa compétence en matière numérique. Alors, quelques traits, quelques idées forces sur les caractères de ce développement de l'enseignement supérieur en Bretagne depuis 1945. Le premier aspect est quantitatif, c'est la véritable explosion des effectifs. J'ai donné des chiffres tout à l'heure.
5 000 en 1945, on est à peine plus de 10 000 en 1960, on est à 30 000 en 1973, on va être à plus de 100 000 dès 1995. C'est dans cette période 60-95 que se fait l'essentiel de cette progression absolument fantastique qui fait craquer tous les anciens locaux que Bouquin avait connus au lendemain de la guerre et qui va poser de manière aiguë le problème de l'accueil et de la formation de cette masse de jeunes qui viennent ainsi, au-delà du lac, sur le marché de la formation supérieure. Alors, ce phénomène général de la croissance des effectifs est national et même européen, mondial. Il n'est pas isolé en Europe et en France, en Europe, dans le monde. Ceci étant, si on reste dans le cadre hexagonal, ce que l'on doit souligner d'un mot, simplement, c'est que, notamment à partir des années 70, il y a un différentiel dans cette croissance entre ce qui se passe en Bretagne et ce qui se passe au niveau national. C'est-à-dire qu'il va y avoir une poussée plus forte vers les études supérieures dans notre région qu'en moyenne nationale, dans beaucoup de régions de France, de manière très nette, avec des différentiels très importants. Cela renvoie au succès de la révolution éducative dans la sphère scolaire, primaire et secondaire d'abord, la réussite que tout le monde connaît au niveau de l'accès au bac, mais surtout du taux de poursuite d'études au-delà du bac, qui, à partir des années 70, effectivement, se situe au-dessus des moyennes nationales jusqu'à aujourd'hui. Ce qui pose de manière encore plus aiguë ces questions de développement. Alors, cela va se traduire, vous le savez, les acteurs, et notamment l'État, qui est responsable du supérieur, constitutionnellement, va devoir répondre à travers un effort considérable, y compris financier, pour développer les campus. On est quasiment sur le campus de Beaulieu, c'est une extension ici. Développement des campus, à Rennes et sur d'autres sites, j'y reviendrai. Développement aussi de tout un appareil de formation avec ses ressources humaines, et notamment la multiplication du nombre d'enseignants-chercheurs qui doivent encadrer, former, et qui peuvent aussi, parallèlement, faire de la recherche, ce qui n'est pas neutre par rapport à notre propos. Donc, là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est à quoi peut-être il y a au maximum 300 personnels dans l'université en 1945, je pense, sur Rennes. Ici, on est à plusieurs milliers sur la Bretagne. Donc, là aussi, il y a des facteurs de multiplication tout à fait impressionnants. Donc ça, c'est l'aspect quantitatif. Je ne vous apprends pas grand-chose, je le précise simplement comme élément de fond de décor. Deuxième élément important, deuxième caractère de ce développement de l'enseignement supérieur en Bretagne, ce sont ses dimensions spatiales. Peut-être parce que, je dirais, ce développement est particulièrement vif en termes d'accès aux études supérieures, mais pour d'autres raisons aussi qui sont plus culturelles et politiques, notamment le développement de forces qui affirment très tôt le souci d'un développement d'aménagement du territoire et de développement équilibré du territoire. Ce développement de l'enseignement supérieur en Bretagne va se faire à travers un mode de déploiement sur de nombreux sites. Alors, en deux temps que je résume brièvement, avec l'accord de l'État, d'ailleurs, et même des initiatives de l'État, notamment d'un homme, Gaston Berger, directeur général de l'enseignement supérieur, entre 1956 et 1962, il y a une première phase. Ça va être, je dirais, la fin du monopole rennais et la décentralisation universitaire vers les autres grandes villes de l'Ouest américain qui en dépendaient. C'est dans cette phase que va s'autonomiser le pôle nantais, où il y avait déjà quelques structures, le NSM, l'école d'ingénieurs par exemple, mais qui émerge en 1962 comme université autonome, et à sa suite, un peu plus tard, Angers, où il y avait eu aussi des implantations. Et, je dirais, à partir de là, il y a la fracture de l'ancienne académie de Rennes en deux académies, celle de Rennes, à 5 puis 4 départements, et celle de Nantes qui correspond aux actuels Pays de Loire. Et puis, d'autre part alors, presque simultanément, il va y avoir l'émergence d'un pôle second au sein de la région Bretagne, qui est à l'ouest, le pôle brestois, souhaité depuis longtemps par les élus et les forces vives locales, mais qui va trouver, lors de la création de ce qu'on a appelé les collèges universitaires par Gaston Berger en 1957-58, un point de concrétisation. Et à partir de 1959, Brest entame sa course vers la création d'une véritable université qu'elle va réussir à faire en une décennie. Donc un paysage, vous le voyez, qui se diversifie avec ce déploiement territorial, et notamment au sein même de ce qui va rester de l'Académie de Rennes, à 4 départements, 2 pôles majeurs. Rennes et puis Brest qui va monter en puissance assez rapidement en une décennie. Mais le mouvement ne s'arrête pas là, parce que ce qui est frappant dans le cas de la Bretagne, c'est que presque simultanément, dès les années, en tout cas la décennie 65-75,
il va y avoir un deuxième niveau de déploiement territorial, c'est-à-dire un mouvement de déploiement vers les villes moyennes. Peut-être parce que la poussée démographique est très forte, parce que aussi il y a des élites locales qui souhaitent attirer cet enseignement supérieur qui apparaît source de progrès, de dynamisme, etc., des forces économiques notamment, qui veulent qu'il y ait un certain type d'appareil d'enseignement supérieur, de recherche ou d'appui à la recherche, qui puisse intervenir sur leur territoire. Et donc, c'est dès cette période que vont se créer des sites seconds, dépendant des universités mères, à l'époque d'ailleurs, qui émergent, alors dans des villes moyennes ou même très moyennes. C'est l'époque où Lannion va devenir un de ces pôles. Alors, à travers à la fois l'implantation d'antennes des premiers cycles généraux, mais aussi, alors là c'est une date très importante, y compris pour notre propos particulier, janvier 1966, c'est le décret de création des IUT, formation technologique supérieure à Bac+2, notamment dans le domaine secondaire, pas seulement, mais dans le domaine secondaire, et qui va attirer évidemment, je dirais, les ambitions, les appétits de toute une série de responsables locaux de villes moyennes, et un deuxième niveau d'implantation universitaire, urbaine, se crée ainsi sur les villes moyennes de Bretagne. C'est au nord Lannion, très tôt, dès 69, c'est Quimper, Lorient-Vannes dès cette même période, ce sera un peu plus tard au nord, parce qu'ils ont raté le premier train, Saint-Brieuc et Saint-Malo. Donc vous avez ce deuxième réseau, et la mise en place, en fait, d'un dispositif, faut-il dire un système, c'est une question, d'un dispositif d'enseignement supérieur réparti à 2 étages, avec ses avantages en termes de réponse à une formation de proximité, facteur de démocratisation, incontestablement, l'enseignement supérieur, avec peut-être aussi ses inconvénients, en tout cas des points de discussion, les risques et d'émiettement. Et en tout état de cause, une conséquence importante de tout ce processus, c'est un corollaire en quelque sorte structurel, c'est que à travers ce mouvement, ce qui était, si on se situe en 1945-60, une unité institutionnelle au sein de ce qu'on appelait alors l'université de Rennes, cette université de Rennes éclate, et elle éclate de manière très considérable entre toute une série d'universités successives, Nantes qui est créée dès 62, et puis au lendemain de 68, et dans le cadre de la loi Faure, la création des universités de Brest, l'UBO, l'éclatement de l'université sur le site rennais, Rennes 1, Rennes 2, et un peu plus tard, dans les 2000, sur les sites de villes moyennes de Lorient et Vannes, l'émergence de l'UBS. Donc un paysage qui se morcelle, et, pour vous oublier, mais Philippe Dupuis y reviendra, il va se morceler d'autant plus que, à partir, en 2 temps, des années 60 et 90, vont se multiplier les écoles, les grandes écoles, qui sont elles aussi des centres de décision autonomes, alors avec leur apport considérable, et en même temps leur contribution à cette mosaïque ou ce kaléidoscope de ce qu'est l'enseignement supérieur en Bretagne à l'époque. Voilà donc le deuxième élément spatial. Le premier élément quantitatif, j'étais bref. Deuxième élément spatial à rappeler, parce qu'il n'est pas neutre pour notre propos. C'est-à-dire que le dispositif de l'ESR en Bretagne, il est très tôt multisite. Et donc, avec avantages, inconvénients de ce dispositif, débat qui continue jusqu'à nos jours. Et puis, troisième dimension générale que je voudrais évoquer, avant qu'on entre de manière plus détaillée, il y a évidemment aussi un développement qualitatif, un processus de diversification de cet enseignement supérieur et de la recherche qui lui est liée, avec naissance de nouvelles disciplines, que ce soit en sciences dures, l'informatique, ce qu'on appellera les sciences écologiques, etc., que ce soit évidemment dans les sciences humaines et sociales, la scission droit-économie, dans le domaine que je connais un peu mieux, l'émergence vraiment à cette époque-là de disciplines comme la sociologie, l'information-communication, etc. Donc, diversification des disciplines et des structures de formation. Mais au-delà de cela, au-delà de cette simple diversification disciplinaire, on va voir s'opérer aussi dans cette période, en Bretagne comme ailleurs, on n'est pas une exception à la règle là, c'est intéressant parce que ça nous renvoie à l'époque présente, à la fois à travers d'initiatives locales, mais aussi de fortes impulsions d'en haut de l'État. On va voir se dessiner sur ce territoire breton où le bouillonne ce paysage de l'ESR sur X sites, on va voir se dessiner des grandes spécialisations thématiques unissant enseignement, formation supérieure et recherche. Alors, des grandes spécialisations thématiques, des points forts en quelque sorte, qui rendent visibles, qui spécifient
l'enseignement supérieur breton, comme ils le font en Lorraine ou à Grenoble ou à Toulouse, si vous voulez. Et donc la Bretagne va, à ce moment-là, se colorer en quelque sorte d'un certain nombre de traits particuliers, de points forts, qui vont la caractériser. Tout cela s'opérant, en gros, à partir des années 60. Et ce qui est frappant, c'est que pratiquement jusqu'à nos jours, on reste dans une certaine continuité. Alors, ces spécialisations, elles renvoient parfois à des acquis scientifiques déjà existants, des potentiels, mais pas forcément. Elles renvoient à des réalités économiques qui imposent, qui suscitent, qui stimulent des développements, mais pas toujours. Ça peut être aussi ex nihilo. Donc, c'est autant de cas de figure un peu complexes. Alors, pour faire simple, et pour ne pas trop manger mon temps de parole, se dessinent, à partir des années 60, 3 spécialisations thématiques, alors qu'on va appeler dès cette époque-là, même à cette époque-là, d'un terme dont la connotation religieuse ne nous échappera pas, des vocations. Et c'est une terminologie que l'on retrouve dans les documents officiels, les discours, à partir du début des années 60, de manière impressionnante, et je crois qu'on l'a pour partie gardé d'ailleurs, cette terminologie. Alors peut-être que ça marchait bien en Bretagne, le terme de vocation renvoyait à beaucoup de choses. En tout état de cause, c'est bien ce qui se passe. Un certain nombre de vocations en matière d'enseignement supérieur et de recherche se dessinent, se mettent en place, se construisent à partir de cette époque. Alors, je les énumère rapidement, et l'une d'entre elles sera évidemment tout à l'heure beaucoup plus développée. La première, quand je dis la première, c'est historiquement juste. Les historiens ont quand même un sens de la chronologie. C'est la vocation agro, pour faire simple. D'abord, la plus naturelle, puisqu'elle est en phase avec ce qui est la réalité économique dominante au lendemain de la guerre, et d'une réalité économique qui va connaître une mutation, une véritable révolution, là aussi, à partir des années 50. Et donc, cette vocation, elle naît pour accompagner et stimuler, orienter cette révolution agricole que connaît la Bretagne et qu'elle connaît, alors là, dans le cadre des régions françaises, de manière particulièrement aiguë, particulièrement accélérée. Alors, en même temps, c'était une spécialisation, au fond, la plus enracinée, puisque, je rappelle que sa base d'origine, c'est en 1896, pas 1920, 1896, que s'est implantée à Rennes une des grandes écoles d'agriculture de dimension nationale, l'ENSAR, on appelle maintenant Agrocampus. Donc, il y avait, en 19e, une grande école implantée à Rennes, c'est la seule à ce moment-là, d'ailleurs, l'école d'agro. L'école d'agro. Et alors, au lendemain de 45, c'est autour de l'école d'agro, où il y a déjà de la recherche qui se fait depuis l'entre-deux-guerres, mais les profs sont profs enseignants-chercheurs, mais où très tôt, au lendemain de la guerre, et c'est d'ailleurs la première implantation, l'INRA, Institut National de Recherche Économique, qui est créé nationalement, va s'implanter. Et donc ce couple, non pas infernal, mais collaboratif, ENSAR-INRA, va se déployer dans les 50 années qui suivent. Armès ici présent, qui en a été un des responsables, pourra préciser s'il y a des questions. Mais ce couple va se développer, effectivement, pour donner un contenu à cette vocation agricole de la Bretagne. Je ne sais même pas si on va utiliser le terme pour l'agriculture, c'était tellement naturel. Ce développement sera complété par d'autres aspects, l'arrivée d'autres organismes, le CEMAGREF dans les années 90, et l'implantation lors d'une agence qui est aussi un organe de recherche, qui a eu plusieurs noms, mais ça a été l'AFSA, c'est maintenant l'ANSES, implanté à Ploufragan, implanté à Fougères, autour des problématiques de santé animale, et qui, comme je dirais, enrichit encore ce paysage de la recherche dans le secteur agro, qui fait de la région Bretagne, je pense sous contrôle, entre l'un des 3 ou 4 grands pôles nationaux dans ce domaine, avec des secteurs de reconnaissance internationale, je pense au laboratoire de STLO sur les technologies laitières par exemple, mais j'en oublie sûrement, Gérard qui pourra me compléter. Donc on a là une première vocation, je dirais, elle allait presque de soi, encore fallait-il la développer. Alors il y a, pour ceux que cela intéresse, un ouvrage pour le centenaire de l'ENSAR, il y a eu un ouvrage de recherche d'histoire qui a été fait par les responsables de l'école, d'ailleurs, Moule, Saint-Olivier et Tivan, peut-être Pierre Tivan, je pense, ici, qui retrace tout ce développement de l'agro, ce qui fait qu'on ne l'a pas vraiment retravaillé dans le livre, puisque c'était déjà écrit. Deuxième vocation, deuxième grande spécialisation thématique qui va émerger aussi au cours des années 60. Alors cette deuxième vocation, elle aussi, elle pouvait paraître naturelle. Nous sommes en Bretagne,
Qui dit Bretagne, regardez la télé, regardez les pubs, on voit un peu des côtes, de la mer déchaînée, des voiliers, des bateaux de pêche, etc. La vocation mer, la vocation marine, ça pouvait paraître naturel. La Bretagne est une péninsule, bon, je vais pas énumérer ici des lieux communs, avec des activités économiques qui, à cette époque-là, étaient tout à fait actives. La pêche, les formes d'aquaculture diverses et variées, des constructions navales, toute une série de secteurs, etc. Donc, ça pouvait paraître effectivement un besoin naturel de développer un appareil de recherche et de formation spécialisé là-dessus. Ceci étant, à la différence de l'agro, je dirais le paysage en termes, je dirais, de potentiel académique au lendemain de la guerre, autour de 1960, est très limité, somme toute. Il est très morcelé, surtout. Vous avez des stations techniques d'appui à la pêche que fédère un institut qu'on appelle l'ISTPM, l'Institut des pêches maritimes, et vous avez des stations, alors je ne vais pas dire balnéaires, mais des stations marines de grands établissements parisiens, le Collège de France à Concarneau, la Fac des sciences de Paris à Roscoff, l'École pratique des hautes études à Dinard, tout lieu fort intéressant par ailleurs, et donc où il y a des stagiaires, on fait de la recherche, de l'observation, mais l'Université de Rennes, par exemple, en 1960, rien du tout. Donc, on n'est pas dans ce qui peut apparaître. On aurait fait, je dirais, un livre blanc de la recherche bretonne en 1960. Ça paraissait pas un point fort. Et pourtant, je dirais, la réflexion sur la création d'une thématique mer en Bretagne va être lancée dès le début des années 60. Un personnage va jouer un rôle important dans ce démarrage, qui est le recteur Lemoyle, ancien doyen de la Fac des sciences, et depuis décembre 60, recteur de l'Académie, et qui effectivement pense que c'est le moment de jouer cette carte de la vocation mer, la vocation marine de la Bretagne, qu'il va développer abondamment, et il va tenter de le faire en s'appuyant sur l'université à Rennes, mais qui vient de s'implanter à Brest depuis 1959, avec un collège scientifique universitaire. Donc une tentative, en fait, Lemoyle lance le concept, l'idée, fait du lobbying, et puis ça ne marche pas trop. Mais parallèlement, au niveau national, la question de la mer monte en puissance, pour des raisons à la fois économiques, stratégiques, l'époque où on va lancer aussi la force de dissuasion sous-marine. Hein, au niveau métaboliste, ça compte beaucoup. Et donc cette vocation mer, elle va entrer dans les réflexions du grand organisme qui centralise à la fois la réflexion et les décisions en matière de politique scientifique, qui est la DGRST, Direction Générale de la Recherche Scientifique et Technique. Et cela va déboucher par un arbitrage, finalement, c'est l'État là qui va faire le choix. Il décide en 1967 de créer un grand organisme, le CNEXO, Centre National d'Exploitation des Océans. Le CNEXO, vous me direz, le siège est à Paris, bien évidemment, mais ça s'impose. Nous sommes en France. Mais dont la première décision de ce CNEXO, ça va être de créer son premier établissement opérationnel de recherche et d'exploitation des océans à Brest. C'est la création du COB, le Centre océanologique de Brest. La première pierre est posée à l'automne 68. Je dirais que là, on est vraiment dans le démarrage de la vocation mer de la Bretagne, qui va continuer à se développer. Il y aura en 1982 la fusion entre le CNEXO et l'ISTPM pour donner l'IFREMER, vous connaissez maintenant ce sigle, dont le siège reste toujours à Paris à l'époque, l'IFREMER. Et puis, au cours des années 80 également, l'université qui existe maintenant à Brest va progressivement se saisir de cet enjeu maritime pour développer son potentiel, créer ce qu'on va appeler l'Institut universitaire européen de la mer, sous l'initiative notamment de Paul Tréguer, que d'aucuns doivent connaître ici, bien sûr, et qui va devenir un second pilier à côté de l'IFREMER de tout ça. Donc, émerge, à partir d'un point pas zéro, mais faible, une vocation mer en matière d'enseignement supérieur et de recherche sur le secteur maritime, qui fait de la Bretagne, incontestablement actuellement, le leader national et un des poids lourds européens en matière de recherche marine et de formation, notamment de formation doctorale, etc., etc. Donc, cela est un deuxième acquis. Et puis, deuxième vocation, il pouvait y en avoir d'autres. Il y avait d'autres points d'appui possibles, notamment au niveau académique. Juste un mot quand même pour qu'ils ne se sentent pas oubliés. Un des points forts de la recherche scientifique en Bretagne, et notamment à la faculté des sciences de Rennes, a toujours été, en tout cas depuis le 19e siècle, la chimie. Il y a une histoire de la chimie à Rennes qui mériterait d'être analysée plus en détail. Je ne suis pas un spécialiste d'histoire des sciences, hein. Mais depuis Malaguti jusqu'à Lemoyle, qui était un chimiste lui-même, et bien d'autres,
l'histoire de la chimie est quelque chose d'important, et effectivement, création d'une école de chimie, développement de labo, c'est aussi une compétence. Mais peut-être parce que l'environnement économique n'était pas à ce point fort ou demandeur, ça va être reconnu comme une compétence forte de la Bretagne. Hein. Dans le livre blanc de 1991, je m'en souviens, la chimie est tout à fait à sa place. Mais je dirais, il manquait quelque chose pour que ça devienne ce que j'appelais une vocation. Ce qui fait que le troisième domaine, qui va être défini comme tel dès les années 60, comme grande spécialisation thématique de la Bretagne au niveau enseignement supérieur recherche, est autre. C'est celui qui va nous intéresser de plus près aujourd'hui. Ce troisième domaine, il va être qualifié d'un mot au tout début des années 60, je ne sais pas quand, j'aimerais savoir quand la formule apparaît exactement, mais c'est ce qu'on va appeler la vocation électronique de la Bretagne. Alors, 2 ou 3 mots généraux avant de céder la parole puis sur ce point. Première chose, à la différence du secteur agro, il n'y a pas à l'époque, en 58-60, d'environnement économique porteur. Il n'y a quasiment pas d'industrie dans ce domaine-là. Et il n'y a pas non plus de potentiel, à la différence de la mer, il y a quand même des petites choses. Il n'y a pas de potentiel scientifique non plus. Je parle sous contrôle, je pense qu'il y a des témoins de l'ancienne faculté des sciences, mais je crois que avant 1965, je pense que sur ce domaine-là, en faculté des sciences, il n'y avait pas grand-chose. Et pas d'enseignement spécialisé, pas de labo de recherche dans ces domaines. Donc, on va partir dans ce domaine, on est dans le ex nihilo, de la table rase, en quelque sorte. De la table rase, et de ce point de vue-là, c'est une initiative de rupture. Plus que pour l'agro et plus que pour la mer. Vous le voyez, je crois que c'est un point important, ce qui interroge sur, évidemment, les facteurs et les moteurs de ce choix et de ce développement. Alors, pour ce qui est des facteurs, je dirais que j'étais en train de réfléchir, indépendamment du livre, sur ces origines générales. Il y a quand même une ou deux choses qui me frappent. La première, quand même, c'est que presque d'emblée, ce développement de la vocation électronique, qui va se faire dans le SR, mais aussi en lien avec des développements économiques, va avoir un caractère qu'on appellerait maintenant dual. Alors, il y a une dimension économique, c'est-à-dire que l'industrie électronique en général en France est en plein développement depuis les années 50, et l'État a déjà piloté une première décentralisation industrielle vers l'ouest, vers le Grand Ouest de Caen à Angers. Dans les années 55-65, il y a déjà un premier développement, axé d'ailleurs sur des produits grand public et avec assez peu de R&D. Donc il y a un premier développement. Et on arrive au moment où on envisage de passer à une deuxième phase de décentralisation qui va être axée beaucoup plus sur les équipements professionnels, avec une composante, si je puis dire, matière grise beaucoup plus forte, et qui va contribuer à ce qu'on va évoquer. Donc là, il y a une dimension économique. Mais il y a une deuxième dimension, me semble-t-il, qu'il faut mettre en compte. Je dirais, il me semble que d'emblée, il y a aussi eu une dimension qui était stratégique et militaire. C'est un peu vrai d'ailleurs aussi pour la mer, mais en tout cas pour ce qui est de la vocation électronique, c'est évident. Moi, ce qui me frappe en relisant là, quelques documents ces derniers jours, c'est sur les toutes premières décisions. Philippe va y revenir, mais la première école d'ingénieurs en électronique qui est créée en Bretagne, c'est l'école d'ingénieurs d'électronique de Brest. C'est au même moment d'ailleurs qu'est implantée la première grande entreprise d'électronique de Bretagne, qui est CSF. C'est mieux que personne. C'est bien évidemment en rapport direct avec les besoins de la Marine nationale. Donc on va lancer la construction des porte-avions, bien la construction des FOST, etc. On a besoin de radars, de transmission, de haut niveau, etc., etc. Et je rappelle qu'au même moment, j'ai retrouvé le document, dès décembre 61, le directeur, on dirait, de la DGA, aujourd'hui c'est la DMA à l'époque, écrit au maire de Rennes, Henri Fréville, lui disant qu'il envoie une délégation à Rennes pour étudier la possibilité de décentraliser sur Rennes tous les services des transmissions de l'armée de terre. C'est les origines lointaines du CELAR, en décembre 61, et de la DGA EMI, avec les développements que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a eu d'emblée cette dimension duale. Il y a le développement économique, proprement dit, on le verra sur le téléphone, hein, évidemment. Et puis, il y a aussi cette dimension, me semble-t-il, stratégique, qui va avoir une importance notamment sur, je dirais, la localisation de cette vocation électronique. Et puis alors, bien sûr, il y a aussi une interrogation, mais tu y reviendras, juste deux mots pour terminer mon propos, là je mange le temps, sur les acteurs clés.
Alors, au démarrage, j'entends bien, je parle de la phase initiale, propre des historiens, c'est dans les périodes les plus anciennes. Il va y avoir d'une part, tout le monde le sait, autour du CNET, le couple, je ne dirais pas infernal, mais bienfaisant, Marzin-Pleven, sur les origines de l'implantation du CNET. C'est une histoire bien connue. Relisant toute ma documentation, je souhaiterais quand même mettre en évidence acteurs donc qui sont, sinon locaux, Pleven était un homme politique national, Marzin travaillait pour le ministère des PTT, mais qui sont bretons. Un personnage qui me semble avoir joué un rôle très important dans tout cela, qui est une personnalité politique nationale de premier plan, Michel Debré, Premier ministre de 58 à 62, mais aussi ministre de l'économie et des finances de 66 à 68, et ministre de la Défense de 69 à 72. Et qui va jouer un rôle clé du point de vue de l'État, et c'est une opération très volontariste, cette création de cette vocation électronique. Je ne sais pas si l'expression vocation électronique est de lui, mais j'ai retrouvé plusieurs textes, dont certains publics, de Henri Fréville, maire de Rennes, qui est quand même bien placé pour en connaître, qui souligne le rôle de Michel Debré, en notamment, qui souligne que c'est lui l'inventeur de la formule et du concept de la notion, dont tu vas parler bien sûr Philippe, de triangle électronique de la Bretagne. Alors, selon la ville où on se trouve, on va dire Rennes-Lannion-Brest, ou Brest-Lannion-Rennes, ou pourquoi pas Lannion-Brest-Rennes, mais qui va être l'ossature, effectivement, de ces développements. Donc, au tout début des années 60, je dis les premières décisions, ça va être l'implantation du CNET, c'est 59 officiels, je flotte toujours sur la date, mais la décision d'implantation, après les débats antérieurs. 61, c'est les décisions de création d'écoles d'électronique à Brest et Rennes, puisque c'est la première décision de création de ce qui deviendra l'INSA. La décision d'implantation du CELAR, de création d'écoles, etc. Mais on va en parler. En tout cas, voilà brosser ce paysage global où s'insère la naissance de la vocation électronique de la Bretagne. Vocation électronique, terme des années 60, terme qui a un sens, bien sûr, qui désigne un centre de réalité, mais qui, bien évidemment, lui aussi va avoir une histoire et va devoir s'élargir, et on va voir apparaître d'autres termes pour décrire un paysage plus complexe et qui ne se limite pas à l'électronique. Mais je vais laisser maintenant la parole à des gens plus compétents que moi, donc il ne suis qu'un modeste spécialiste de sciences très molles, pour céder la parole à Philippe. Merci. Vous entendez bien dans le fond de... Le micro, il faut le tenir comme ça si tu l'utilises. Allô, 1, 2, 3. Il faut le tenir près de la bouche. Je vais essayer de... Mais t'en as peut-être pas besoin. Donc c'est facile d'intervenir juste après André l'Espagnol qui a campé un peu le paysage, et donc tout de suite je poursuis avec les deux Bretons de la diaspora. Donc Pierre Marzin, enfin René Pleven a vécu essentiellement même à l'étranger pendant longtemps, et Pierre Marzin a vécu toute sa carrière avec un bureau parisien. Et ce sont deux Bretons qui étaient du Côte du Nord, et leur localisation géographique n'est pas neutre. Alors Pierre Marzin, c'est l'ingénieur, hein, donc le cursus c'est simple, c'est le lycée Chateaubriand, Polytechnique, et ensuite deux écoles de spécialisation, Supélec et Subtélécom. Et donc Subtélécom, c'était Subtélécom à l'époque. C'était intéressant d'ailleurs de savoir qu'à l'époque, dans les années 20 et 30, les polytechniciens qui suivaient des formations pour devenir ingénieur militaire ou PTT passaient par une année à Supélec. C'est un qui faisait qu'ils se connaissaient très bien dans les années 50-60 au moment des développements industriels. Donc Pierre Marzin était directeur du CNET et finit directeur général des télécoms. René Pleven, donc homme politique qui a une bonne trentaine d'années de carrière politique, aussi bien comme président du conseil que comme élu aussi départemental, président du conseil général des Côtes du Nord. Ce qu'on sait moins bien, c'est qu'il a été 10 ans dans les télécoms. Il a été 10 ans dans les télécoms, donc dans les années 30, dans des responsabilités financières et commerciales, dans un groupe important, qui était l'automatique électrique, qui était le troisième groupe mondial à l'époque, dans les années 30.
Et il a, par exemple, c'est un exemple, et il a participé à la conférence fondatrice de l'Union internationale des télécoms sur l'UIT en 1934 à Madrid. Et il a très bien pu croiser Marconi dans le couloir, et donc, il y avait tous les scientifiques les plus éminents du monde entier. Donc, ce sont les deux hommes qui ont pu pousser le développement de l'électronique en Bretagne. Alors, le tout début, c'est en 1955, le gouvernement a désigné M. Surlot pour prendre le pilotage d'un comité devant faire un appel à proposition pour la décentralisation du service de l'État. Pierre Marzin en profite pour déposer un projet de création d'un établissement du CNET à Lens. C'est acté en début 58, mais il a fallu attendre la confirmation après mai 68, mai 58, hein, donc la confirmation venant du gouvernement de Gaulle en janvier 59. Alors, c'est bon. Donc, je vais commencer, avant de parler des écoles d'ingénieurs et de l'enseignement, je vais dire quelques mots sur le développement de la recherche publique en Bretagne. Donc, il y a eu 4 opérations. La première, c'est donc le CNET qui a commencé vraiment à fonctionner en 61. La deuxième opération, c'est le CELAR, le centre d'essai, et aussi le centre de recherche de Bru, qui est toujours en développement aujourd'hui. Et la troisième opération, c'est une opération commune entre la DGT, la Direction des Télécoms, et le TDF, donc que tout le monde connaît bien ici, c'est le CCTT qui n'est pas très loin. La quatrième est différente, parce que dans la quatrième, ce n'est pas que l'État qui est intervenu, c'est aussi des acteurs locaux. En particulier l'universitaire, professeur de mathématiques, Michel Métivier, qui a poussé le projet de développement de l'informatique. Ça a abouti en 1975 à l'ouverture de l'IRISA, qui est un centre commun au CNRS et NURIA d'un côté, et les acteurs locaux que sont l'Université de Rennes et l'INSA de l'autre côté. Alors, pour ce qui est de l'enseignement, donc il y a une première vague de création d'écoles. C'est Michel Lebré, effectivement, dans un conseil des ministres en 1961. C'était l'époque des grandes manifestations agricoles, chez Gourvenec et autres, et donc il fallait faire quelque chose pour la Bretagne. Et donc, dans les décisions, il y avait d'une part, effectivement, la création d'un établissement de la Thomson CSF à Brest, une usine qui existe toujours sous le nom de Thales. Et d'autre part, il y avait une création d'école à Brest et une création d'école à Rennes. Le projet de Brest s'est concrétisé très très vite, en moins d'un an. En fin 61, ouvrait l'école nationale d'ingénieurs de Brest, tout près du lycée de Kérichen, en même temps que d'autres ENI étaient installés à Tarbes ou à Saint-Étienne. À Rennes, il a fallu un peu plus de réflexion, et finalement, c'était le mouvement de création de l'INSA, l'Institut national supérieur appliqué. Donc, l'INSA de Rennes a été ouverte en 1966, juste après, un peu après Lyon et Toulouse. 50 ans. Alors, on est dans une situation qu'on ne mesure pas aujourd'hui, mais on était dans un déficit total de formation pour les métiers d'électronique. Je pense que la France avait plus de 20 ans de retard par rapport aux États-Unis. Personne n'avait vraiment pris conscience que l'électronique et le télécom, ça demandait beaucoup d'ingénieurs et de techniciens, et il y avait très très peu de spécialistes formés. Je ne parle pas de la Bretagne, mais c'était le vide complet. Il y avait une seule entreprise, je crois, qui faisait une vingtaine de personnes, qui était d'ailleurs dans le Trégor à cette époque. Donc le vide était tel d'ailleurs que quand la première promotion de l'INSA est sortie en 1971, on était à l'époque où Alcatel à Lannion recrutait jusqu'à 10 ingénieurs par mois et peut-être plus. La moitié de la promo du département électronique de l'INSA a été embauchée à l'Alcatel Lannion de la première promotion. Alors, la vocation électronique, je crois qu'elle est née effectivement en 1961. Donc c'est probablement dans les discussions entre le CELIB c'était le comité d'études et de liaison des intérêts bretons,
et puis les discussions, la DATAR qui va bientôt s'installer, et donc c'est la COPEP qui est une commission du plan. On est dans les plans, dans un régime de plans en France, c'est 4e plan, 5e plan, 6e plan. Et donc il y a une commission spécialisée, qui est la commission économique, qui s'occupe en particulier de régionalisation et de formation. Et c'est elle qui est chargée de pousser la concrétisation de la vocation électronique de la Bretagne. Ça, c'est une carte du CELIB, hein, donc j'ai le document qui est ici. C'est un document qui date de 1969, et on voit apparaître sur ce document une carte où les pôles de Lannion, de Brest et de Rennes apparaissent bien, avec des écoles d'ingénieurs. Donc, les écoles d'ingénieurs, c'est les carrés orange, je crois, et puis aussi apparaissent les départements d'IUT. Donc on est dans une période où on va avoir aussi des créations d'écoles d'ingénieurs, mais aussi des créations d'établissements pour former les techniciens. Alors, on sait que les techniciens, les premiers BTS datent de 1957 et le premier IUT date de 1966. Et donc, pour ce qui est des IUT, on a la création de 8 IUT en Bretagne, les 6 premiers dans un instant assez court, en 3-4 ans, donc sont créés à Rennes, Brest, Vannes, Quimper, Lannion et Lorient des IUT. Saint-Brieuc, Saint-Malo, ce sera beaucoup plus tardif. Et donc ces IUT correspondent à, en général, 3, 4, 5 départements. Et donc il y a aujourd'hui 36 départements d'IUT correspondant à 24 spécialités. Donc j'ai listé là, sur la diapo les 6 départements qui sont vraiment dans le champ de l'électronique et de l'informatique. Donc il y a les unités du département de Rennes et de Brest en électricité et informatique. En informatique, il y a le département de l'IUT de Vannes et de Lannion. Et on retrouve en réseau et télécom les départements de Saint-Malo et de Lannion. J'en viens maintenant à la deuxième vague de création d'écoles d'ingénieurs. La deuxième vague, c'est lié à un CIAT. Le CIAT, c'est le Comité interministériel d'aménagement et développement du territoire, qui date de 1967. Et je pense que d'ailleurs les actions d'Henri Fréville, c'était pour essayer de pousser au développement de l'électronique et télécom à Rennes, car les Rennais se rendaient compte qu'ils prenaient du retard par rapport aux Lannonais et aux Brestois. Donc ce CIAT est centré pratiquement uniquement sur Rennes, et donc prévoit la création de 3 écoles d'ingénieurs à Rennes. La première, c'est une décision du gouvernement de vouloir décentraliser. Si on envoyait l'école Supalec qui est à Malakoff, on l'a envoyé à Rennes. Il y a des réactions. Il y a finalement un compromis qui est établi par André Blanc-Lapierre, le directeur de l'époque, et ce compromis prévoit donc 2 écoles, une école à Vif-sur-Yvette et l'autre à Rennes, qui est en 72. Juste à côté, c'est l'école des transmissions de Ramelter, donc c'est la même année. Et la 3e école, c'est plus compliqué, ce sont les écoles des télécoms. Donc, je veux dire que la direction générale télécom en 70-72 n'était pas forcément très motivée pour transférer la rue Barreau. Finalement, il y a eu des hésitations, et puis c'est arrivé que le ministre était en 74 député de Morlaix. Et puis, donc, la décision, c'était d'installer l'école à Brest. Plus tard, on aura donc un établissement à Rennes. Je vais dire 2 mots sur Supélec et sa création, parce que ça avait provoqué voilà, donc une manifestation d'étudiants à Malakoff en 69. Donc, c'est toi qui es là? Moi, je suis sorti en 64. Hein, donc, j'étais ingénieur à Brest, et comme pas mal d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs en Bretagne, on était ce type de mouvement, enfin, on n'était pas forcément, on était un peu peut-être choqués de ce type de réaction. Je crois que la réaction qu'on a pu avoir les uns et les autres, c'est que il fallait absolument réussir
j'allais dire, la vocation de la Bretagne, il fallait qu'on montre qu'on pouvait développer des technologies comme l'électronique en Bretagne. Donc je crois que ça a beaucoup stimulé les ingénieurs, qu'ils soient à Brest, à Lannion, à Rennes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'image de la Bretagne vue des Parisiens, c'est en 1969 encore, alors que l'électronique avait débuté 7-8 ans avant. Moi, je me suis posé la question de savoir quand l'image a commencé à vraiment s'inverser. Donc, c'est la diapo suivante. En 1978, on peut dire que les choses s'inversent. Le CNET Lannion a mené un projet important de numérisation du réseau du Trégor avec des centraux téléphoniques numériques, avec des transmissions numériques sur une population de 100 000 personnes. Cette technique a été ensuite discutée longuement dans tout le monde entier. Et à la conférence d'Atlanta, tout le monde, les Américains en tête, se sont ralliés à ce type de technique. Et en 1978, le chef de projet, André Pinet, de ce projet mené à Lannion, a eu une médaille, vous pensez d'une médaille I3E. Donc la I3E, c'est la société américaine des ingénieurs électriciens et électroniciens, donc c'est vraiment le top niveau des médailles. Il n'y en a pas eu beaucoup dans le XXe siècle en France. Le plus médaillé, ça a été bien sûr le général Ferrier qui a eu une médaille d'honneur. Et d'autre part, en Bretagne, il y a eu 3 médailles. Il y a eu André Pinet, qui était une médaille importante. Ensuite, Jean-Pierre Coudreuse avec l'ATM. Et puis, donc Claude Pérou et Alain Glavieux. Donc 3 médailles en Bretagne. Sur une dizaine, je ne parle pas des Parisiens, parce que je veux être charitable par rapport à... Donc c'est important, et on souligne d'ailleurs, ce poster souligne que c'est le leadership, que André Pinet a assuré le leadership dans un développement. C'était plus un développement de la recherche appliquée que de la recherche de base. Les vagues suivantes, donc on a une troisième et une quatrième vague, qui est centrée pas mal sur, il y a au moins 3 écoles qui sont des écoles internes aux universités. Ce qui veut dire qu'elles ont le même statut que des IUT, sont instituts d'université, elles n'ont pas d'autonomie de statut juridique propre. La première, c'est à Lannion en 86, c'est donc de l'université de Rhénane, qui sera suivie par une autre à Rennes, c'est le SIC, il y aura l'École supérieure d'ingénieurs de Rennes plus tard. Et la troisième est beaucoup plus tardive, c'est l'école de l'ENSI de l'Université Bretagne Sud, donc qui ouvre en 2007. En parallèle, il faut noter l'évolution de l'école, qui était tout à fait au début l'école technique supérieure de la marine, qui était devenue ELSIETA dans les années 60, et qui devient l'ELSTA, et qui est passé d'une école militaire à une école qui a maintenant, je crois, au moins 85% d'élèves civils. Et d'autre part, il faut souligner le développement des écoles catholiques, qui sont fédérées dans une fédération qui s'appelle FESIC, Fédération des écoles supérieures d'ingénieurs catholiques, et donc qui s'est développée en particulier à Lille ou à Angers, l'école supérieure d'électronique de l'Ouest, un peu d'avant de 59, je crois, et donc était même ouverte avant des écoles d'ingénieurs publics. Et donc en Bretagne, c'est l'école Louis Le Grand qui est ouverte à Bru. Elle a pris le nom maintenant depuis l'ECAM en se rattachant à l'ECAM de Lyon. Il y a par ailleurs l'Institut supérieur d'électronique numérique aujourd'hui, qui est à Brest et qui est très lié à l'ICEN de Lille. Il y a aussi, je ne l'ai pas mis sur la diapo, il y a une antenne de l'ICAM à Vannes. Voilà. Donc ça, c'est la carte qui est dans le livre. Vous voyez bien les 3 pôles principaux. Donc ça, c'est la situation à la fin des années 80, avec 4 écoles d'ingénieurs à Rennes, une à Lannion, 2 à Brest, et puis les départements l'IUT, et puis les centres de recherche publique. Donc, je vais maintenant parler un petit peu de la situation, comment se positionnait le CNET Lannion, qui était un centre de recherche qui avait atteint 1400 personnes dès l'année 1973 ou 1974. Et donc, j'en faisais partie à l'époque, et donc on a
la question de formation était très très importante. Et qui dit formation pour la recherche, hein, ce sont les thèses. Les thèses de troisième cycle sont relativement récentes. Hein, elles sont débutées dans les années 63-65. Et très vite, la direction et tout le monde se mobilise. Pour les thèses, les ingénieurs sont incités à préparer des thèses. Et il y a un accueil des doctorants à Le CNET-Lannion dès 1966. Il y a des coopérations qui sont amorcées. Et par exemple, à Supélec-Rennes, le premier thésard a mené sa thèse en coopération avec en particulier André, qui était au CNET-Lannion à l'époque. Et donc c'était un point important. Et entre autres, il y a des organisations d'écoles d'été. Hein, il y a un programme de formation à tous les niveaux. Et on fait des écoles d'été avec quelqu'un comme Bernard Pissimpono, qui a été directeur de Supélec, et aussi un Américain qui s'appelle Viterbi, que les gens des télécoms connaissent en général, qui est venu à Lannion un été autour de 1975. Le CNET, cet été, c'est des France Télécom. Vous savez tous que le France Télécom est privatisé depuis 1997. Donc, il s'est passé que dans ce mouvement de privatisation, un certain nombre de chercheurs ont choisi de rejoindre l'enseignement supérieur et la recherche publique en Bretagne. Alors, ce mouvement a été partiellement encouragé, et c'est en comptant l'âge, à peu près de 1992 à 2002, on compte 40 chercheurs qui ont du CCTT et surtout du CNET-Lannion qui ont rejoint principalement les écoles d'ingénieurs, y compris avec leurs équipements. Donc il y a au moins deux parmi les 40, il y en a 2 qui sont présents à ma gauche. Donc ils sont arrivés, André à l'université, de physique à l'université et Simon à l'INSA. Il est important de montrer qu'aucun n'a été au CNRS. J'ai le souvenir d'une réunion à la préfecture de région en mai 1997, où il a été exprimé très très clairement que le CNRS n'apporterait aucun poste pour les chercheurs du CNET. Alors que le gouvernement, normalement, avait prévu de faire une enveloppe pour faciliter l'opération. Donc ça n'a profité qu'aux chercheurs du CNET à Paris. Alors la thèse, c'est un tellement que... Enfin, je dis simplement, c'est banalité, là, mais c'est un travail personnel dans une équipe de recherche qui apporte autonomie, créativité, capacité expérimentaire, travailler en équipe. Tout ça est très important pour accéder à des métiers professionnels. Donc pendant très longtemps, la thèse était simplement pour devenir, c'était la même thèse d'État, pour devenir enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur et la recherche publique. Maintenant, il y a un deuxième métier, c'est de devenir ingénieur de recherche et développement dans les grandes entreprises. Ça, c'est une possibilité. Et le troisième métier qui s'est ouvert dans les années 90, c'est d'être docteur entrepreneur pour porter des innovations et en particulier en créant sa propre entreprise, une start-up. Et on a vu en Bretagne, le mouvement a démarré dès les années 90, à Lannion et Rennes particulièrement, et les entreprises qui ont été formées par exemple à Lannion en optique, par six docteurs entrepreneurs, font aujourd'hui peut-être ça fait 400 ou 500 emplois en optique, hein, après 20 ans d'activité. J'ai encore 3 diapos, je pense, je suis près dans les temps. Donc là, c'était pour voir un petit peu les forces. Donc j'ai fait un tableau sur les soutenances de thèse en Bretagne, dans les différentes écoles d'ingénieurs et universités. C'est pas très facile de décompter, donc j'ai compté en particulier en prenant tout ce qu'on a dans la formation Matisse. Là, on peut savoir exactement à quel labo appartiennent ceux qui ont fait une soutenance de thèse. Donc ce sont des chiffres qu'il faut prendre. Il ne faut pas considérer avec trop de précision, mais je crois que c'est assez représentatif. Et donc, le premier chiffre intéressant, c'est qu'il y a 190 soutenances, c'était pour l'année 2013.
Et si on rapporte ça aux 570 de la Bretagne, ça fait un tiers. Et quand on voit comment ces tests sont encadrés, en fait, on l'a déjà évoqué, il y a à la fois des labos vraiment universitaires, je dirais, il y a les écoles d'ingénieurs, et il y a aussi les établissements de recherche qui sont publics, qui sont le CNRS, l'INORIA et l'INSERM. Alors je crois qu'on peut dire que l'université est à un niveau à peu près moyen, comme sur l'ensemble de la France. Il y a peut-être sans doute plus d'apport du côté école d'ingénieurs, et on a un déficit du côté, tout particulièrement du côté CNRS. Donc on a peu de présence de chercheurs CNRS, à part peut-être à l'ERISA, mais c'est quand même très réduit et très dispersé. Alors, c'est l'avant-dernier diapo. C'est un tableau qui reprend un peu, qui situe les différentes écoles. J'ai fait 3 colonnes, je crois que c'est très important. C'est qu'il y a la question du ministère de tutelle. Alors, les écoles d'ingénieurs en Bretagne ont 3 ministères de tutelle possibles. Le premier, c'est la Défense nationale. Donc, l'ENSTA à Brest est un établissement public administratif qui dépend de sa tutelle est à Arcueil, en région parisienne. L'enseignement supérieur, c'est la montagne Sainte-Geneviève, et donc à Paris aussi encore plus centré. Et donc il y a au moins 6 écoles, en fait il y en a une septième qui est concernée, on verra en bas. Donc il y a des écoles qui ont un statut d'EP, alors c'est établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Et donc ces écoles ont un statut avec une bonne autonomie, donc c'est le cas de l'INSA Rennes, c'est le cas de... Alors je n'ai pas parlé de l'école normale sud de Bruy, l'ENS, on peut dire 2 mots, c'est-à-dire que c'est une grande école, c'est pas une école d'ingénieurs, ce ne sont pas des ingénieurs, mais c'est une école qui a des enseignements et de la recherche aussi en informatique et dans ses métiers du numérique. Donc l'ENS Bruy a aussi son statut de PSCP. Les 3 autres sont les écoles internes dont on a parlé tout à l'heure, donc qui sont intégrées à l'université, Rennes et l'UBS. Alors sur la colonne de droite, on trouve le ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, c'est Bercy. Et Bercy, c'est aussi l'héritier des PTT, c'est pour ça que le ministre s'appelle, ça évolue, mais c'est aussi la vocation, le numérique fait partie du domaine de Bercy. Et on peut noter d'ailleurs que le directeur actuellement qui s'occupe des écoles d'ingénieurs, comme par hasard, c'est un ancien du CNED Paris, M. Quinco. Donc ça montre bien un peu la position de ce ministère par rapport aux écoles d'ingénieurs. Alors l'école principale, c'est bien sûr l'Institut Mines Télécom Atlantique, qui est issu de la fusion de Jean-Jean pour avoir parlé des 2 mots tout à l'heure, qui est issu du Télécom Bretagne et des mines de Nantes. Donc la fusion est effective depuis le 1er janvier 2017 et qui est directement avec comme tutelle effectivement Bercy. Alors Centrale Supélec, c'est plus complexe. Centrale Supélec est un grand établissement. Donc ce grand établissement, c'est un niveau supérieur. Il faut faire environ 1000 diplômés par an. Et donc IMT est grand établissement au niveau de l'ensemble national. Donc on regroupe un certain nombre d'écoles qui sont, entre autres, à Paris, bien sûr, et puis dans d'autres régions, et donc qui dépassent très très largement, l'IMT dépasse très très largement le millier de diplômés chaque année. Alors Supélec a une double tutelle, qui est aujourd'hui l'enseignement supérieur d'un côté et le Bercy de l'autre. Voilà, j'arrive à la dernière diapo. Alors, structurer les écoles d'ingénieurs, c'est un chantier permanent et complexe. Donc, pas mal de personnes ici pourront en témoigner. Alors, il faut prendre en compte, je crois qu'il y a le statut juridique, donc on l'a évoqué, il y a différents statuts possibles, donc c'est pas neutre. Il y a la question du campus, il y a des écoles qui sont intégrées, qui ont leur propre campus, d'autres qui sont intégrées dans les campus. Il y a par exemple l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes qui n'a pas vraiment de campus, qui est complètement intégrée dans l'université.
Il y a un diplôme c'est réglé par la commission d'éthique, donc je crois qu'il faut faire des demandes régulièrement. Je crois que en particulier pour le central Supélec, c'est dans les mois qui viennent que je fais la demande pour proroger le titre pour le diplôme. Donc quand il y a eu la fusion de central Supélec, il a été dit que c'était une fusion pour être une seule école, donc c'est le cas, c'est un grand établissement. C'était 3 ou 4 campus, ce sera plus que 3 campus quand le campus de Châtenay, Malabry, va être fermé. Donc c'est Metz et Rennes par ailleurs, et c'est un seul diplôme. Donc voilà une position qui avait été prise. Après, il y a la sélection des étudiants, donc il y a des concours communs, c'est important, et je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais c'était sur mon diapo. Il y a aussi des associations, par exemple, l'IMT Atlantique a deux écoles associées, c'est l'ENSAT à Lannion et l'ENIB, qui sont associées et qui recrutent en particulier sur le concours commun. Il y a aussi l'IMT Atlantique est en train aussi de voir des conventions avec l'ENSA de Brest, hein, donc on voit qu'il y a ça peut être important d'avoir ce type de partenariat entre écoles, et donc ça interfère directement avec la sélection des étudiants. L'autre point, c'est l'organisation de la recherche, comment les équipes sont constituées. Donc là, je ne vais pas exprimer, mais pour les suivis des thèses et tout ça, il y a effectivement beaucoup de coopération. Donc on trouve à travers l'ERISA, à travers les ITER, qui sont des instituts, une organisation de la recherche où on a à la fois l'école ingénieur, un organisme de recherche, et comme le CNRS, comme l'INSERM, et puis on a aussi des UER universitaires. Et puis les partenariats industriels, c'est important, c'est l'environnement, on voit qu'il y a une importance, c'est notamment à travers des formations d'alternance. Les formations d'alternance sont beaucoup développées dans les écoles d'ingénieurs en Bretagne, et je crois qu'on arrive maintenant à 150 ou 200 diplômés en alternance, soit une année, soit 2 années. Et il y a un effort particulièrement important du côté des écoles catholiques, hein, qui sont comme les Carnot-Bru, mais aussi Télécom, l'IMT participe à l'effort, l'ENSA participe à l'effort, le NCBS aussi, et on trouve des partenariats qui se développent. Hein. Et donc vous avez peut-être vu une dernière information, mais c'est que la société Nokia, qui a repris Alcatel, qui est donc l'établissement de Lannion, a un contrat avec NCBS pour une formation d'alternance, pour la cyberdéfense. Et voilà. Donc c'est important aussi de considérer ces partenariats avec les industriels. Merci pour l'animation du débat. Je précise, j'ai oublié de vous le dire au début, la conférence est enregistrée. On puisse ensuite mettre tout ça en ligne. Le débat aussi, bien évidemment. Puisque c'est enregistré, merci de vous présenter pour que vous apparteniez à l'histoire. En écoutant André l'Espagnol, je me suis rendu compte que dans ma carrière, j'avais finalement contribué aux 3 spécificités de la Bretagne: la mer, la terre et l'électronique. Mais comme dans les proportions, il y a toujours une proportion plus égale que l'autre, on va surtout parler de l'électronique ici. Et peut-être pour vous épargner de poser la première question, je vais la poser moi-même. Dans ce qui a été fait, quel bilan vous tirez? Qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui prépare vraiment le numérique dans lequel nous sommes aujourd'hui? Oui, je voudrais préciser aussi que ce débat, il est entre la salle et les intervenants, mais qui peut être aussi entre les personnes présentes dans la salle. Alors, juste un mot peut-être, parce que effectivement, le terme vocation électronique est historiquement fondé, puisque c'est ce qui va démarrer quelque chose.
il y a un point qu'il faut souligner, c'est que très vite s'effectue sur l'électronique et les télécoms, puisque les deux sont associés dès l'implantation du CNET, hein, bien évidemment. C'est la naissance de l'informatique en Bretagne, alors qui a été étudiée d'ailleurs par une chercheuse qui s'appelle Mademoiselle Schaffer, je crois. Il y a eu une étude sur la naissance de l'informatique, Valérie Schaffer, à Rennes, qui est un point très important, puisque cela s'opère autour de 1970. C'est-à-dire, on est vraiment presque au démarrage du processus. Ça fait 10 ans à peine qu'a démarré la vocation électronique, avec quand même là, d'une part, le rôle de l'acteur universitaire. La faculté des sciences de Rennes, à travers ses mathématiciens, est un des acteurs majeurs. Le nom de Michel Métivier, ici, je crois qu'il a dû être évoqué par Philippe Dupuis, évidemment clé. Mais aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que peut-être qu'on ne l'a pas assez, ni moi ni toi d'ailleurs, suffisamment mis en valeur, l'importance de l'implantation de ce qui est au départ l'IRIA, mais qui devient l'INERIA, et qui va s'implanter à Rennes avec la création de l'IRISA. Alors l'IRISA, c'est une structure à 4 partenaires, comme tu l'as évoqué, mais qui est vraiment l'organisme de recherche qui va vraiment jouer son rôle dans toute cette histoire qui va de l'électronique originelle jusqu'au numérique d'aujourd'hui, puisque c'est sa propre vocation, effectivement, que de développer ces domaines. Autant, comme ça a été dit, on peut dire que le CNRS, somme toute, ne s'est que peu engagé dans ce développement de la vocation électronique de la Bretagne. Certes, il est présent dans l'IRISA, mais il s'est peu implanté, par exemple, sur l'Ouest-Bretagne, on doit les compter sur les doigts de la main, les postes CNRS, alors qu'il y a un potentiel important là-dessus. L'INSERM s'y est finalement appliqué à partir des années 90, Jean-Louis Quatrieux le sait mieux que moi, il pourrait le développer, mais pas avec le même poids. Je crois que le rôle de l'INERIA est quand même central, et de fait, après le centre parisien, et au même niveau que Grenoble, je crois, le pôle INERIA basé sur Rennes est quelque chose de tout à fait important. Donc c'est aussi un acteur majeur, et si je dis ça, c'est parce que, alors je ne suis pas un spécialiste d'histoire des sciences, moi, ici, il y a des gens qui sont plus compétents que moi, mais clairement, ça va permettre le glissement en quelque sorte presque naturel en Bretagne de ce qui est la vocation électronique au sens limité du terme vers tout ce que l'on va appeler ensuite, à l'époque où j'étais en fonction à la région, on parlait des STIC, sciences et techniques de l'information-communication, et maintenant le terme qui est en train de devenir dominant, c'est le terme numérique. Mais il y a toute une évolution là des disciplines au point de vue scientifique, mais aussi avec leurs applications bien sûr, où je crois que l'essor précoce quand même d'un pôle informatique en Bretagne et du rôle notamment de l'INERIA a été tout à fait important pour que la Bretagne puisse suivre cette évolution depuis l'électronique originelle, si je puis dire, jusqu'au monde du numérique d'aujourd'hui. J'ajouterai un dernier point, si tu me permets aussi, pour compléter mon propos de tout à l'heure. Philippe Dupuis, comme moi, on l'a évoqué. Souvent, on dit les implantations de centres de recherche, ça a été le CNET, le CCETT. Vrai. Ne pas oublier le troisième acteur parmi ces grands centres de recherche, et là c'est la dimension duale, le CELAR, puisque c'est ce qui va permettre aussi, par exemple, qu'émerge ces toutes dernières années une vocation comme celle de la cybersécurité, puisque c'est une mission qui vient d'être affectée au pôle rennais dans ce domaine. Donc il y a là des éléments de continuité aussi, y compris sur l'axe de recherche lié aux besoins de la défense. Je crois que c'est aussi un complément qui méritait d'être apporté. Philippe, tu veux ajouter quelque chose? Oui, Christiane Schwartz, alors je la présente. Christiane Schwartz, retraitée. Il y a un point à répondre partiellement à ta question, qui est quand même assez dur pour commencer, qui me paraît assez clé. C'est que dès l'origine, que ce soit à Lannion, mais encore plus, je pense à Rennes, presque je connais moins, mais c'est le fait que dès l'origine de l'implantation, soit des opérateurs, soit des industriels, quand ils sont arrivés ensemble ici, ils ont tout de suite mis en place des collaborations avec la recherche universitaire. Je prends l'exemple du CCETT. En 72, le CCETT, si je me souviens bien, est arrivé avec une option de l'ENST sur les sujets qui allaient bien, qui ont donné ensuite naissance à l'antenne rennaise de l'ENST de Bretagne. Et tout de suite, il y a eu des collaborations avec l'IRISA, avant l'IRISA, avec Rennes et les gens qui faisaient du traitement de signal à Rennes. Et ça,
avec aussi le LER, donc Thomson de l'époque. Et tout ça, c'est une façon de travailler qui a perduré et qui, heureusement, est très riche aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment dès l'origine. Et je pense que Philippe pourrait dire la même chose de Lannion sur cette façon de collaborer qui n'était pas très courante en région parisienne. Philippe, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais tu peux donner notre orange. Oui, bah, merci, merci Philippe. Bon, Jean Le Traon. Alors, merci pour cet exposé. Juste un petit mot personnel. Moi, je suis un bébé du CNET, parce que je suis arrivé, j'avais 2 ans à Lannion. Et parce que mon père entrait au CNET en tant que physicien. Et donc, je vous remercie de l'avoir cité dans cet ouvrage. Donc, j'ai suivi toute cette évolution, alors un peu plus jeune. Après, je suis sorti de Lannion en faire mes études. Je ferme la parenthèse, mais revenant régulièrement voir mes parents, j'ai aussi vécu les diverses crises et mouvements des télécoms. Ce que je voulais dire, moi j'ai une question un peu plus générale que l'électronique, mais j'y reviendrai après. C'est comment tous ces acteurs se sont coordonnés. Tu as évoqué la multiplicité, on le voit dans la dynamique et la rapidité de cette diversification hétéroclite sur le plan géographique, sur le plan thématique, comment les gens sont entendus. Il y a quelques passages un peu croustillants dans votre ouvrage, et je pense que cette notion de coordination aujourd'hui est une vraie question pour l'avenir. Sur l'électronique, et par rapport à la question, et donc comme tu le rappelais Philippe, on a fusionné avec l'école maintenant, je pense qu'il y a eu une nouvelle phase, et le terme de l'électronique au numérique l'explicite bien. On a formé pendant des années des ingénieurs pour l'industrie du numérique. L'industrie du numérique, il y a un rôle essentiel du CNET, il y a un rôle essentiel de l'Alcatel, notamment des gros acteurs. Donc on formait des ingénieurs qui étaient embauchés dans de l'industrie du numérique. Ces grands acteurs, ils ont évolué, ils sont mondialisés. Ils ont continué à faire quelques travaux de recherche pour certains, mais on a surtout dû former et s'adapter à des besoins de l'industrie qui n'étaient pas du numérique pour intégrer le numérique dans l'ensemble de leurs process commerciaux, industriels, robotiques, logistiques et autres. Et donc je ne veux pas expliquer la fusion avec Maintenant dans ce cadre-là, mais ça compte quand même beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui, on va former des ingénieurs capables d'appréhender correctement l'ensemble des transitions, c'est ce qu'on dit, le mot est pas très joli, le numérique en est une dans toutes les organisations, l'environnement également, et l'énergie aussi. Donc c'est aussi la raison d'une école d'ingénieurs comme la nôtre, d'étendre en gros le potentiel de déboucher nos élèves, qui n'ont jamais eu de soucis pour trouver du boulot, mais en disant les grands acteurs historiques qui veulent recruter ne sont plus forcément présents en Bretagne, en France, etc. Donc ça diversifie le potentiel. Et je pense que l'électronique était très spécialisée. En gros, on faisait des télécoms pour les télécoms. Aujourd'hui, on fait du numérique pour tout secteur d'activité. Donc, 2 questions. Comment s'est passé dans sa vision historique la coordination? Puis donc un élément de réponse sur... Tu veux répondre? Oui, ce qui est intéressant, c'est que les ingénieurs formés en Bretagne sont expatriés. Donc, je crois qu'effectivement, on a au CNET Lannion beaucoup poussé dans le sens de coopération avec les universités, et entre autres, il y a eu des détachements d'ingénieurs pour prendre y compris des directions d'école dans les premières phases, comme à l'INSA. Et puis, il y a eu la formation doctorale qui est des signal, télécom, images et réseaux. Ça a été pendant 10 ans un ingénieur du CNET Lannion qui était détaché à mi-temps pour animer à la suite du professeur Arquès. Et donc je crois que c'est sûr que ça a été un élément important dès le début du CNET Lannion. Bien que je ne sois pas du tout un spécialiste de ces domaines, mais j'ai pu l'observer quand j'étais à la région quand même, sur la question des coordinations. Ce qui me frappe quand même, c'est que, effectivement, le paysage d'emblée a été éclaté. Le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le domaine dont on parle, là, de l'électronique ou numérique, il a été éclaté géographiquement, le triangle numérique, c'est bien ça, mais éclaté structurellement entre plusieurs types d'établissements. Au moins 3, l'université, les écoles qui se multiplient, les organismes de recherche qui sont plusieurs. Il y a même de nouveaux qui entrent en jeu. Et donc, c'est une situation très, très balkanisée,
a priori. Et en même temps, on voit bien que c'est un des domaines où il y a eu le plus précocement des facteurs de rapprochement. Alors, Christian Schwarz a eu raison de le dire, y compris entre des centres comme le CNET ou le CCETT et le milieu économique, mais l'université aussi. Donc il y a ces collaborations entre recherche publique et des acteurs économiques. Mais entre les établissements eux-mêmes, ces structures multiples-là, il me semble qu'il y a eu très tôt, et plus que dans d'autres domaines, des synergies et des constitutions d'ensemble coordonnés. L'IRISA, dès le départ, est quand même un bon exemple. Puisque l'IRISA, c'est 4 partenaires, il y en a peut-être un plus d'ailleurs maintenant, l'ENS doit y être aussi, mais c'était une université, l'université de Rennes, c'était l'INSA, grande école, et 2 organismes de recherche, l'INRIA et le CNRS. Donc c'était un bel exemple quand même de mutualisation, et je crois que c'est un modèle qui a eu des écoles. Par la suite, sur le secteur plus électronique, enfin je suis pas capable de donner les différences et les qualificatifs, mais comment s'est constitué finalement l'IETR, qui est un autre pilier majeur de la recherche sur le site Rennais dans le domaine dont on parle, là aussi, les collaborations dépasse les frontières d'un établissement. C'est une structure de campus, l'IETR, qui est effectivement où il y a des gens qui sont à l'université, qui sont dans des écoles, dont Supélec, me semble-t-il, je parle sous contrôle de Philippe Martin, est bien partie prenante de l'IETR, le CNRS. Donc on voit bien comment ces structures se mettent en place. Et si je prends un 3e exemple, je pense qu'il existe toujours, y compris même sur une base géographique, lorsque c'est constitué dans les années 90, c'est pas sans rapport avec la privatisation du CNET d'ailleurs, mais lorsque c'est constitué la structure de recherche photo, sauf erreur, il me semble qu'elle est géographiquement sur 3 sites, entre Lannion, qui en est le centre, mais aussi Brest et Rennes, me semble-t-il, c'était ça initialement, et avec dans le photo, il y avait des gens qui venaient du CNET, des gens qui devaient être à l'ENSAT, qui sont à l'ENSAT sûrement, à l'université à Brest, ou peut-être à Télécom, je ne sais pas, et à l'université à Rennes, à l'INSA en tout cas, je sais. Donc on voit des structures plurielles de ce même genre. Je crois que c'est un domaine où très tôt il y a quand même eu ces pratiques de collaboration scientifique, peut-être autour de la recherche, et encore plus me semble-t-il au niveau de l'école doctorale, qui est aussi un lieu de coordination. Donc ça, c'est un point important. Et je crois que cela a pesé, et Christiane Schwarz là-dessus pourra donner son point de vue, parce qu'elle a été actrice directe, lorsque a été lancé l'appel à projet sur les pôles de compétitivité, on voit que toute cette mise en réseau préalable a quand même largement fonctionné, me semble-t-il. Moi, je trouve que à ce moment-là, j'avais suivi ça un peu d'à côté. J'étais à la région à l'époque. On voyait que ces collaborations-là allaient permettre d'asseoir effectivement le montage d'un projet, et le fonctionnement du pôle, et je pense que ça a été ensuite pour les investissements d'avenir. Donc je crois que c'est un domaine à la fois très divers, très apparemment balkanisé structurellement, mais qui a trouvé comme contrepoids en quelque sorte des capacités de collaboration assez fortes, me semble-t-il. Donc je pense que l'antidote à l'émiettement structurel a été très tôt mis en œuvre. Et je pense que ça a permis quand même des développements. Alors, est-ce que c'est un schéma idéal? C'est pas sûr. Est-ce que ça ne continue pas à nous affaiblir dans les périodes où on nous demande justement de structurer, d'avoir une gouvernance simple et lisible par un jury international? J'en suis pas sûr. Mais on a trouvé pendant toute une époque, me semble-t-il, les moyens en tout cas de compenser cette balkanisation. Merci. Tu peux donner la... Et Christiane aussi, s'il vous plaît. Moi, j'avais juste Stéphane Wallich, qui est professeur émérite à Nantes. Et donc, j'avais une question plutôt sur, un peu plus loin que le numérique, c'est les contenus. Actuellement, en Bretagne, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses. Bon, il y a peut-être Technicolor, je ne sais pas, je ne connais pas le domaine. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'espère qu'on y pense quelque part en Bretagne. Voilà. Si vous avez des commentaires là-dessus. Pas mal de startups. Moi j'ai un commentaire. Ayant travaillé dans les contenus depuis très très longtemps, il y a toujours eu un déficit structurel en Bretagne là-dessus. Bon, peut-être que on est en train de combler provisoirement le handicap, mais je ne suis pas sûr. Christiane. Oui, pour réagir à ce qui s'est dit sur la balkanisation et la compensation par les pôles et puis Bicom, etc. Tout ça, c'est du positif et ça a bien marché pendant un certain nombre d'années. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que
ça marche toujours. Oui, ça marche industriellement, sur le développement, tout ça. Il y a des tas de choses positives et concrètes. Par contre, sur l'aspect plus institutionnel du futur des universités, je suis moins optimiste. Et ça, il y a quand même une question qui fâche, qui est la suivante. On se dit très en avance sur le numérique, sur les réseaux, sur la façon de travailler en coopération. Ça a l'air de bien marcher et on n'est pas capable de démontrer à notre État centralisateur que faire un réseau de choses qui marchent bien, c'est aussi bien que de faire un truc unique qui éventuellement ne marchera moins bien. Alors là-dessus, ou bien c'est qu'on a tort, et il faut faire autre chose, et se retourner et aller au contraire à une centralisation, ou bien il faut s'entêter éventuellement un peu pendant un certain temps pour démontrer que le fonctionnement en réseau de toute la Bretagne, Nantes compris, a du sens. Je parle pour l'université, hein, parce que pour les aspects industriels et autres, les industriels ils sont visés, ils se sont débrouillés pour que ça marche. Merci. Oui, bon. Je ne vais pas répondre à la question, j'ai déjà oublié. Donc, Bertrand Fortin pour l'enregistrement. Bon, modeste électronicien jusqu'en 2010, mais depuis 67, hein, effectivement, et la création des IUT et l'époque où tous nos étudiants du génie électrique partaient dans la région parisienne. Hein, où les entreprises disaient d'ailleurs, ils ne pensent qu'à partir au week-end, à repartir au week-end en Bretagne. Ils sont accrochés comme des berniques à leur rocher, voilà. Et que ça a participé aussi à tirer vers le haut les formations. Il ne faut pas oublier, on crée des structures se mettent en place et se développent, mais tout le travail qui se fait assidieusement, quelquefois à l'insu des personnes qui les réalisent, le fait d'avoir des relations industrielles a terriblement tiré vers le haut la performance des enseignants. Je peux dire quelque chose, parce que d'avoir travaillé à partir de 67 avec des formateurs de l'entreprise dans l'IUT, eh bien, ça vous force à être non pas théoricien, mais aussi praticien. Et ça a été terrible. Le fait d'avoir des étudiants qui cherchent à revenir en Bretagne a été un élément attracteur pour les entreprises et a permis aux entreprises et aux centres de recherche aussi de se reconstituer. Donc c'est de l'investissement et quelquefois de l'investissement long terme. Une petite parenthèse, il ne faudrait pas oublier que l'électronique en Bretagne est aussi partie à l'époque, dans les années 60, c'était encore des matériaux et des composants. C'est devenu de plus en plus des systèmes et des liaisons. Et que Rennes a aussi accueilli une industrie électronique de composants qui a été Fairchild, puis SGS, etc. Dans un panel, il ne faut surtout pas l'oublier, parce que ça a permis de recruter énormément de diplômés, et là aussi ça a participé à toute la noria de l'électronique en Bretagne. Bon, quant aux structures, bon, je l'ai vécu après pour essayer d'animer, disons, un réseau, un super réseau, en faisant oublier un petit peu à chacun qu'il avait une étiquette, soit CNRS, soit université, soit école. C'est quelque chose de difficile, et là on se heurte au précaré, effectivement, où à partir d'un moment, chacun veut être reconnu en tant qu'entité, soit telle école d'ingénieur, soit ceci, soit cela, et que on ne sait pas encore bien le gérer. On ne sait pas bien le gérer du tout vis-à-vis de l'étranger. Là, par contre, on n'est pas forcément très très bon. On s'aperçoit que dans les salons, dans les réseaux, on est en ordre dispersé. À Rennes, on est 2 universités. C'est pas terrible quand on est à quelques milliers de kilomètres, et qu'après on a malgré tout du mal quelquefois à faire apparaître nos structures. Université de Bretagne Noire, ou etc., comme des entités, des bannières sous lesquelles se regroupent des personnes. Donc on a du travail à faire, de même, et c'était évoqué, je suis tout à fait d'accord, la richesse est souvent dans les interfaces,
c'est pas facile à mettre en place, mais en particulier faire croiser les compétences. On a des succès dans le domaine de l'environnement, où des gens de différents horizons ont pu travailler. Je crois que dans le domaine de l'électronique et du numérique aussi, il faut continuer à faire travailler des gens d'horizons différents, de la communication, des sociologues, des gens de la santé, bien entendu, mais ça a été fait et qu'on continue dans ce domaine-là. Merci. Oui, Jean-Louis Poitrieux, laboratoire de traitement du signal et de l'image. Je voulais essayer de répondre quand même à la question de Jean-Yves Barrier, au moins d'initialiser un processus autour de sa question. Je crois qu'on ne peut pas aborder les choses sous l'appellation numérique, parce qu'elle est tellement vague qu'il faut quand même descendre dans quelques détails. On peut mettre dedans beaucoup de choses. Ça va de la robotique à l'image, qui était une grande période de la Bretagne quand même, avec à la fois du public, mais aussi des entreprises. La robotique, la réalité virtuelle, ce genre de choses. Donc il faudrait, pour répondre à la question, balayer un peu plus finement les différents secteurs. Sur ce que vient de dire Bertrand, je crois qu'il y a une carte effectivement à jouer qui existe, enfin qui se fait déjà. C'est le rapprochement entre les piliers que tu évoquais tout à l'heure, André, entre la mer en particulier et puis le secteur des traitements de l'information et de la communication. Je crois que là les écoles d'ingénieurs ont déjà sérieusement établi des coopérations. Mais il y a une autre question qu'on peut se poser par rapport à la question initiale, c'est qu'est-ce qu'on a raté en creux et qui peut être important pour demain. Tu as évoqué la chimie tout à l'heure. On peut se poser la question, par exemple, pour l'énergie aujourd'hui. Est-ce que là, on a quelque chose qui pourrait être assez transversal, qui pourrait aussi ramener peut-être un peu d'électronique, parce que on a perdu l'électronique quand même. Je veux dire, la fabrication, la conception, etc. On n'a plus grand-chose en Bretagne, sauf peut-être du côté militaire. Donc la question aussi pour l'avenir se pose sur le creux, ce qui n'a pas été choisi, qui n'a pas été retenu, et ce qui pourrait revenir au premier plan. C'était dans la lignée Secoutois Bretagne, il y a encore des choses à faire. Oui, oui, absolument. Gérard Mess, retraité de l'INRA, ancien délégué régional à la recherche et à la technologie. Et je voudrais dire que justement dans ce poste de déserté, ce qui m'a frappé moi au niveau du numérique, c'est le fait qu'on a un véritable écosystème qui a été créé pendant ces 50 dernières années. Et un écosystème, ça a été évoqué par M. Dupuis, en particulier sur la création d'entreprises, et qui est toujours très vivace, et qui utilise très très bien les moyens que les collectivités locales mettent à sa disposition. C'est-à-dire que par exemple, Rennes Talent fait naître de nombreuses start-up. Alors bon, il y en a certaines qui disparaissent mais ça c'est un phénomène tout à fait normal. Mais c'est très très vivant. Et c'est un petit peu la différence qu'il y a par rapport à la mer, qui a des difficultés quand même à générer de la création d'entreprises. En particulier, c'est un des problèmes de Brest, qui est très très fort d'un point de vue recherche académique, etc. Mais il y a une difficulté de création d'entreprises. Au niveau de l'agro, que je connais bien, là aussi il y a de véritables problèmes. On est plutôt dans une phase de disparition d'entreprises. Je parle pour l'agroalimentaire en particulier. Donc là, on a vraiment quelque chose d'une véritable force de ce secteur, de l'électronique et du numérique, et qu'il faut arriver à entretenir sur tous ces aspects, à la fois recherche fondamentale, mais aussi recherche appliquée bien sûr, et aussi aider les entreprises à s'installer, les petites et les groupes, et aider les groupes à rester sur notre territoire. Donc je voulais apporter ce témoignage qui me paraît important et et je trouve que c'est vraiment remarquable ce qui a été fait sur ces 50 ans pour créer un véritable écosystème et non pas simplement une force universitaire dans un secteur donné.
Merci. Qui veut prendre la parole? Jean-Yves Zadimo, peut-être, c'est une dernière question. Pour rebondir sur l'intervention de l'ami Gérard Hermès, effectivement, vu la position que tu as occupée comme déserté, tu pouvais comparer effectivement sur les trois vocations que j'avais évoquées initialement et qui sont nées en même temps, dans les années 60. Celle qui a le mieux réussi à construire un écosystème, et un écosystème évolutif, c'est effectivement le secteur dit électronique numérique. Je disais STIC il y a 10 ans, enfin je ne sais pas quel est le bon terme, hein. Ne nous battons pas sur les étiquettes, mais on voit bien ce qu'on désigne là. Et donc, effectivement, avec une capacité de rebondir, alors qu'il y a eu des ratés aussi, quelqu'un évoquait tout à l'heure, je crois que c'est Bertrand Fortin, le fait qu'il y a eu toute une phase où il y a eu l'industrie des composants ici, avec SGS Fairchild, qu'on a perdu. Ce qui n'était pas un petit détail quand même. Et donc là, il y a eu un raté là-dessus, c'est sûr. Il y a eu l'industrie du téléphone, on sait ce qu'elle est devenue aussi, donc on voit bien les évolutions, mais en même temps, il y a eu des domaines où ça a rebondi, et y compris, j'ai évoqué ça, mais personne n'a réagi là-dessus. Est-ce que par exemple la piste sur la cybersécurité, c'est un leurre ou c'est une vraie réalité? En tout cas, on voit actuellement là aussi que l'écosystème apparemment semble s'en saisir, me semble-t-il, avec des formes de coopération qui me paraissent, je dirais, reproduire ce qui a bien marché déjà antérieurement. Et puis un dernier point, ça renvoie à ce qu'a fait Jean-Yves Merrien, lui, c'est un des points qui jusque-là n'avait peut-être pas été trop réussi, c'est comment développer des usages en rapport avec le domaine des sciences humaines et sociales. Est-ce que là, il n'y a pas encore des espaces qui sont à creuser? Tu y as œuvré, et quelques autres, je le sais, pour rapprocher effectivement ces mondes quand même encore assez lointains. Moi, je crois que c'est en train de bouger. À savoir, à travers effectivement la révolution numérique, là, il y a des articulations nouvelles qui peuvent se faire, et sur la place de Rennes, notamment, il me semble qu'il y a des atouts autour de l'e-éducation, enfin le numérique et l'éducation. Il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des programmes, il y a des projets qui ont été sélectionnés pour Rennes, l'implication de tout le secteur créatif, artistique par rapport au numérique, là aussi, je crois qu'il y a des atouts sur une place comme Rennes. Donc est-ce que l'écosystème va être capable effectivement de se saisir de tous ces domaines en émergence? Je pense que le jeu n'est pas écrit, me semble-t-il. On a quelques atouts. Encore faut-il que les acteurs, effectivement, réussissent à se positionner à temps. Parce que, bien évidemment, on est dans des domaines où la concurrence est extrêmement vive et on n'est pas seul au monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, moi, je répondrais, quand j'étais encore à la production, entre guillemets, il y avait un principe qui disait, c'est pas parce qu'on a une technique qu'on a un service, et c'est pas parce qu'on a un service qu'on a un marché. Et je crois que cette question reste toujours d'actualité. D'autant qu'aujourd'hui, le numérique, c'est effectivement un grand producteur de valeur, mais un grand producteur de valeur du côté des GAFA, c'est-à-dire qui savent analyser un marché, qui savent trouver les jeunes pépites qui vont concevoir le service, et qui ont de l'argent à perdre avant de trouver le service qui va marcher. Et je crois que là-dessus, en particulier sur la combinaison technique-service, technique-conception de service, technique-usage, on a beaucoup de travail à faire. Bon, alors là, je prêche pour mon ex-chapelle. Ok. Voilà, plus d'autres questions, peut-être la dernière. Un dernier mot. Puis-je plaider pour notre paroisse collective là, si d'aucuns étaient intéressés par l'ouvrage sur les mutations de l'enseignement supérieur, on a amené quelques exemplaires qui sont à la disposition des curieux. Donc, pour le modeste prix de 26 €, vous pouvez avoir cet ouvrage qui ne traite pas que de la question de la vocation électronique de la Bretagne et de bien d'autres choses encore. Et avec monsieur. Voilà, merci. Je crois que cette conférence a été riche, à la fois en présentation et en échange. Je remercie bien sûr les intervenants, les trois intervenants. Je vous remercie aussi parce que sans votre présence, ces échanges n'auraient pas eu lieu. Je crois que notre histoire, elle a été riche jusqu'à présent et elle se poursuit. Comme on dit souvent à Armoristel, il faut capitaliser sur le passé pour
bien aborder l'avenir et j'espère que l'enseignement supérieur et la recherche seront bien armés pour les enjeux futurs. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.